Il est 17h, la région.tv.fr et même heure, même endroit, cette foire de Montpellier où nous sommes ici. Vous êtes également en direct sur Internet, mais c'est près de chez vous à 17h. Et tous les jours, même heure, eh bien, on va vous faire découvrir votre région, notre région, sous un nouvel angle, un nouvel œil, comme vous l'avez peut-être sans doute jamais vu. En plateau, notre journaliste va échanger avec l'ensemble de ses invités pour porter un autre regard sur la culture, sur le sport, côté vestiaire, sur l'innovation et le patrimoine touristique régional de Languedoc-Roussillon. C'est la chronique, c'est maintenant, c'est près de chez vous. Et près de chez vous avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Julien. Tout va bien pour vous? Tout va bien. Bon, on va prendre l'air aujourd'hui. On va partir à 2 heures. On va faire 2 heures de route. 2 heures environ de Montpellier, au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Je l'ai bien dit? Oui, du Haut-Languedoc, c'est bon. C'est un territoire vert, évidemment, très forestier, très boisé, connu pour ses plateaux de lacs, connu également pour ses voies vertes et ses gorges d'éric. Toute une variété de paysages en fait, qu'on peut faire soit à vélo ou soit à pied. Avant de retrouver vos invités, Sophie, on va regarder ce reportage à 2 heures de Montpellier, au cœur de ce parc naturel régional du Haut-Languedoc. C'est la chronique, c'est maintenant, c'est près de chez vous. Très bon voyage à tous. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec François Picot, guide nature dans une association environnementale, et je vous amène en balade dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc dans l'Hérault. Parc notamment connu pour son plateau des lacs, ses gorges et sa voie verte sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors François, parle-nous un petit peu de ton territoire. Ce territoire du Haut-Languedoc est à cheval sur 2 régions et 2 départements, la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon, et sur le département du Tarn et de l'Hérault. Donc ce territoire a une partie en altitude, avec des plateaux comme le Sommail et l'Espinouse, des plateaux très boisés. Il y a à peu près 66% du territoire qui est en forêt. Et puis ensuite on rebascule sur ce côté très méditerranéen, avec des forêts de chênes verts, des vignes un peu plus loin, des gorges très marquées comme les gorges d'Éric. Et puis une agriculture qui est encore bien présente, malgré tout, dynamique, avec de nombreux types d'élevage et puis qui en découlent de nombreux produits du terroir, comme de la viande, de la charcuterie. Donc tu vois Sophie, on a continué la voie verte, on est arrivé jusqu'à Aulargues, l'un des plus beaux villages de France qui est juste derrière nous. Et c'est ici que j'ai donné rendez-vous à Gérard Bastide, Monsieur Voie Verte, qu'il te parlera très bien de celle-ci. Bonjour Gérard. Salut. Bonjour Sophie, bonjour François. Alors Gérard, si j'ai bien compris, c'est vous le spécialiste voie verte. Mais avant toute chose, c'est quoi une voie verte? Alors, qu'est-ce que c'est une voie verte? Nous voici sur une voie verte. La voie verte du Haut-Languedoc. C'est un itinéraire sécurisé, il n'y a pas de voiture, et dédié à toutes les formes de randonnée non motorisées. À pied, à cheval et à vélo naturellement. Et puis une place particulière est faite pour les personnes à handicap, ainsi que pour les jeunes enfants qui pourront découvrir en toute sécurité les premiers rudiments de queue dans la route. Et entre Mazamet et Bédarus, elle fait pratiquement 80 km, de quoi se mettre sous les pédales. Donc on a tous les panoramas du sud de France, on est chauvin, sous la main et sous les yeux. Et nous, je crois qu'on va voir autre chose justement parmi ces panoramas-là. Nous on va remonter un petit peu sur les hauteurs, on va aller visiter le plateau des lacs, et puis après on redescendra encore côté méditerranéen, et là je te ferai découvrir les gorges d'Éric, où on rencontrera Émilie qui te parlera de toutes les activités qu'on peut faire sur ce territoire. Donc tu vois Sophie, là on est au bord du lac de la Raviège, donc c'est un lac qui est à cheval sur les 2 départements du Tarn et de l'Hérault. Donc c'est un lac qui, en dehors de sa vocation électrique, a aussi une vocation touristique. Et il y a pas mal d'aménagements tout autour du lac pour se baigner, notamment une base de loisirs à la Salvetat, un peu plus loin. Donc on peut y faire forcément de la baignade, mais aussi du nautisme. Il y a une école de voile, on peut louer des canoës, des pédalos, etc. Donc ça, ce lac de la Raviège, il fait partie du plateau des lacs. Il y a le lac des Saints-Pères qui est dans le Tarn, avec aussi le lac du Lausas. Et puis, un petit peu plus loin, il y a le petit lac de Vesoul, qui lui est beaucoup plus sauvage, qui va plus avoir une vocation, on va dire, autour de la randonnée pédestre. On peut faire le tour du lac dans une demi-journée. Il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent aussi. Bonjour Émilie, vous m'avez donné rendez-vous dans les gorges d'Éric. Alors je sais que vous êtes la spécialiste de tout ce qui est activité plein air au parc naturel régional du Haut-Languedoc. Alors déjà, pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici?
Alors les gorges d'Éric, c'est un lieu très apprécié des familles qui s'y baladent ou des gens qui aiment se reposer au bord de l'eau, se rafraîchir. Mais il n'y a pas que ça comme activité, il y a beaucoup de choses. Il y a des activités pour les plus sportifs ou les amateurs de sensations, l'escalade, la spéléologie. Et on a aussi la possibilité de faire du VTT. On peut traverser tout le parc du Haut-Languedoc par des espaces VTT FFC. On peut aussi décider de randonner à pied. Et pour les gens qui ont des enfants en bas âge, on peut se faire accompagner avec un âne bâté. Notre périple s'achève ici au bord de l'eau. François est déjà parti avec un groupe voir les mouflons sur les hauteurs du Caroux. Encore une idée de balade à faire dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir sur ce film, aujourd'hui je vous emmène en balade, je vous emmène dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. À la fin du film, je vous disais au revoir, nous revoici avec nos deux invités, ils étaient déjà sur le film et ils sont là aujourd'hui, donc Gérard Bastide et François Picot. Bonjour à vous et merci d'avoir bien voulu vous déplacer de vos hauts plateaux pour parler de ce qui vous tient à cœur, le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Alors vous, Gérard Bastide, comme nous l'avons vu sur le film, en tant que pratiquant du vélo sous toutes ses formes, vous êtes à la fois notre spécialiste voie verte et notre passionné de ce territoire que vous connaissez comme votre poche. Vous avez été aussi, je crois, vice-président du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et vous, François, vous êtes responsable de la communication du Centre permanent d'initiative à l'environnement à la Salvetat-sur-Agou, au cœur du parc également. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que vous proposez, notamment au grand public. Mais tout d'abord, je me tourne vers vous, Gérard Bastide, pour parler du territoire même du parc naturel régional du Haut-Languedoc, qui, je le rappelle, se situe dans l'Hérault et dans le Tarn. À cheval sur le Tarn et l'Hérault. Alors évidemment, là, on a vu le film, mais tout de suite, il faut dire à nos téléspectateurs où ça se trouve. Donc, par exemple, si on prend Montpellier comme point central, pour ceux qui souhaiteraient découvrir ce territoire, tenez aux vacances de la Toussaint qui arrivent à la fin de la semaine. Combien de temps il faut pour aller et surtout par où faut-il passer, Gérard? Alors, le parc naturel régional du Haut-Languedoc, c'est la pointe extrême sud du Massif central. Clairement, pour venir de Montpellier, comptez 2 petites heures. Alors, soit vous venez par le sud, par Béziers, et dans ce cas-là, ce que vous voyez là, en tout premier, c'est l'Espinouse avec Sebeno, la fameuse femme allongée. Invitation au voyage et à la découverte. Et si vous venez par l'ouest, vous arriverez, vous longerez le lac du Salagou, et vous arriverez par Bédarieux, qui est désormais la porte est du parc. Alors juste pour nous situer géographiquement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de villages qui parsèment le parc? Pour peut-être ça va, les gens vont reconnaître. Le parc, c'est un immense territoire de 144 000 km², à cheval sur le Tarn et l'Hérault. Côté tarnais, on commencerait des plaines du Lauragais-Revel, et côté héroltais, on arrive jusqu'à Bédarieux. Mais au-delà de ces noms de lieux, songez à des mots comme Minervois, comme Sidobre, comme Caroux, Avamont, Montagne-Noire, Faugérois, et ça vous donnera une idée de l'immense variété du territoire. Vous nous faites rêver déjà. En tout cas, vous confirmez que oui, du coup, on peut vivre au cœur même d'un parc naturel régional. Il n'est pas fermé au public comme certains peuvent le pensent. Tout à fait. Et le distinguo à établir, c'est entre un parc national qui est effectivement un sanctuaire de la nature et un parc régional où effectivement des gens vivent, des gens travaillent, des gens créent des entreprises et des gens travaillent dans le tourisme et sont heureux d'accueillir les urbains qui n'ont pas la chance d'y habiter. En tout cas, je voulais savoir juste une chose, quel était le lien entre le parc naturel régional et la région, et les régions, puisqu'il est à cheval. Organiquement, un parc est géré administrativement par un comité syndical où sont représentés à la fois l'État en région, les régions elles-mêmes, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et les départements Tarn et Hérault. Et autour de la table, naturellement, les communes, les 119 communes qui font partie de ce territoire. Donc que fait la région pour ces parcs? Alors la région est à l'initiative de la création des parcs. Actuellement, en région Languedoc-Roussillon, nous avons 3 parcs. Outre le parc régional du Haut-Languedoc, on a le parc de la Narbonnaise en Méditerranée et le parc des Pyrénées catalanes. Et je crois savoir que d'autres projets sont à l'étude, même si la situation actuellement n'est pas toujours facile.
En tout cas, parc Narbonnaise en Méditerranée, c'est dans l'Aude. Tout à et fait. Parc naturel régional Pyrénées-Catalanes dans les Pyrénées-Orientales. Exactement. Ça, c'est dit. Voilà les autres parcs. Bon, Gérard, voilà, on a un petit peu expliqué, on a fait le point. Bon, maintenant, il faut donner aux gens envie d'y aller. Dès ce week-end, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Alors, ce parc, il est beau. Ah, il est bio, bien sûr. Nous sommes tous chevrets. Moi, ça fait 40 ans que je l'habite et je crois ne pas avoir fait le tour de toutes ces richesses. Alors, pour mettre l'eau à la bouche, je pourrais parler du village de Minerve, avec son souvenir Qatar. Je pourrais parler du plateau des lacs, avec le lac du Saut-de-Vézol, le lac de la Raviège, le lac des Saint-Père, le lac du Lausas, et j'en passe. Si je parle du Cidovre, côté Tarnais, c'est encore un massif granitique. Restons dans l'Hérault avec le Caroux, l'Espinouse, et j'aimerais, si vous le permettez, Sophie, je permets tout, faire un petit zoom sur la voie verte. Ah oui, alors la voie verte, ben, ça y est, vous êtes parti, vous êtes le spécialiste, on l'a dit tout à l'heure, et je sais que quand vous étiez vice-président du parc, vous avez collaboré énormément à sa valorisation. Alors parlez-nous de cette voie verte qu'on a vue dans le film qui traverse à peu près tout le parc. La voie verte emprunte le tracé d'une ancienne voie ferrée, et désormais elle se déroule de Mazamet à quasiment Bédarieux, soit 78 km à pratiquer à pied ou à vélo, en toute sécurité, puisque c'est un site propre à l'abri des voitures. Et nous avons d'autres projets qui j'espère, verront le jour à moyen terme, à savoir la jonction Bédarieux-Béziers, qui nous permettrait de rejoindre à vélo le canal du Midi, et d'autre part la jonction Mazamet-Castres pour traverser tous les départements. Ce que j'aime avec Gérard, c'est qu'il répond à mes questions avant même que je les pose. Mais c'est pas grave. Juste cette voie verte, on n'est pas obligé de la faire évidemment en entier, parce que vous m'avez dit à peu près 80 km, c'est pour les pros. Déjà, elle est simple, elle est faite pour les familles, c'est plutôt plat, il n'y a pas de montée. Alors, effectivement, puisqu'elle emprunte le tracé d'une ancienne voie ferrée, à part deux petits pièges où il faudra vraisemblablement mettre pied à terre, sinon c'est une succession de paysages tout à fait magnifiques et variés, et d'ouvrages d'art, de tunnels, de ponts, et également une chaîne muséographique, puisque au long des 80 km, on a pas moins de 7 musées qui retracent naturellement l'histoire et le patrimoine de la région. Et je sais que pour l'avoir fait, la voie verte, pour le film notamment, quand on passe dans les tunnels, vous voyez des petites gouttes qui nous tombent dessus, il y a les lumières qui s'allument, et ça c'est vraiment ludique pour les enfants, il faut le dire. Pour les parents bien sûr, mais il faut le dire. Tout à fait. Et cette voie verte, donc on peut la faire en petits bouts, on peut s'arrêter dormir justement dans des gîtes. Je suppose. Naturellement. Et les hébergeurs et les prestataires touristiques ont compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de cet itinéraire, si bien qu'on a effectivement un grand nombre de chambres d'hôtes, mais également de restaurateurs qui s'installent tout près de la voie verte et qui fournissent autant de pauses gourmandes et de nuitées. Donc il est tout à fait possible de la pratiquer. Je n'omettrai pas les prestataires qui louent également des vélos à la demi-journée ou à la journée. Oui, ce qui veut dire que même quand on n'a pas de vélo, on peut y aller Absolument. Comme ça, ou qu'on n'a pas de porte-vélo, on peut s'y rendre et on trouve des loueurs. Et je précise que les deux extrémités, Mazamet et Bédarieux, ont des gares par lesquelles on peut arriver en toute simplicité. Donc cette voie verte, elle commence dans le Tarn, oui, à Mazamet, et elle finit à Bédarieux. Voilà. Si vous la parcourez d'ouest en est et dans l'autre sens. Évidemment, dans l'autre sens, évidemment. Et elle traverse quel type de paysage? Oh, alors, c'est très varié. Oui, c'est à double pente, si vous voulez. On traverse la ligne de partage des eaux. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Passe au pays. En occitan, passe ce pays. On passe d'un pays à l'autre, d'un département à l'autre, du frêne à l'olivier, du châtaignier à la vigne, de l'écureuil à la cigale. Et vous n'aviez pas amené un petit document que oui. Vous avez caché là? Alors, tout à fait. Faut pas l'oublier. Cette année, voilà, je le montre. Voilà. Nous avons tiré à plusieurs milliers d'exemplaires ce petit guide qui ne prétend pas tout dire de la voie verte. Mais qui explique bien le voilà, parcours. mais qui a un joli carnet de voyage gratuit disponible dans les offices de tourisme. Et c'est le parc naturel régional qui l'a édité. Mais oui. Voilà. Mais oui, Sophie. Donc gratuitement dans tous les offices du tourisme. Tout à fait. Et bilingue cette fois-ci. Mais dites-moi, François, on ne vous a pas entendu tout à l'heure parce que vous n'aviez pas mis le micro. Mais quand on parlait de la beauté de ce territoire, j'avais envie de vous entendre. Alors, il est beau, ce parc? Il est beau. C'est difficile de parler derrière Gérard. Il a dit beaucoup de choses déjà. Mais moi, je dirais que notre richesse dans le Haut-Languedoc, c'est notre diversité. Comme le disait Gérard, on passe d'un côté et de l'autre de la ligne de partage des eaux. Donc, on croise différents climats, différents paysages. Donc, une grande diversité. Une influence océanique plus à l'ouest et au nord, une influence plutôt méditerranéenne au sud, donc beaucoup de différences, de diversité, et puis ça se voit sur les espèces, la flore, la faune. Donc
plein de paysages différents. Plein de paysages différents, plein de choses à voir différentes. En faisant quelques kilomètres, on bascule complètement d'un côté ou de l'autre. Alors pour finir sur la voie verte, juste Gérard, elle a du succès. Oui, énormément de succès. On manque d'indicateurs statistiques. On devrait placer prochainement des compteurs. Mais je puis vous assurer que si vous la pratiquez en semaine déjà, c'est pas mal. Mais si vous la pratiquez le week-end, croyez-moi, vous ne serez pas tout seul. Alors en tout cas, nous, pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, nous parlons du parc naturel régional du Haut-Languedoc qui se situe dans l'Hérault et le Tarn. Et maintenant, nous allons passer à François. Merci Gérard pour cet éclairage. Donc François Picot, vous étiez notre guide du jour dans le film. Vous travaillez dans une association environnementale au cœur même du parc. Alors, quelle est cette association? Comment elle s'appelle? Et qu'est-ce qu'elle fait globalement? Alors, l'association pour laquelle je suis salarié s'appelle le CPIE du Haut-Languedoc. Alors, CPIE, ça veut dire Centre Permanent d'Initiative, avec un S, c'est important, pour l'environnement. Donc c'est un label CPIE qui est donné à plusieurs associations en France qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Il y a à peu près 80 CPIE en France. Il y en a 3 autres dans l'Hérault, au Bassin de Thau, au Quai-Lard, sur les Causses. Et puis il y en a un à Montpellier aussi. Voilà. Alors à quoi ça sert un CPIE? Alors, historiquement, on travaille sur ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement. Oui. Donc c'est vers tous les publics. Et puis on a 3 axes de travail: chercher, développer et transmettre. Donc chercher à mieux connaître notre territoire, qui pour nous est le Haut-Languedoc, la partie héroltaise du parc régional. Et puis développer cette connaissance avec des partenaires, des élus, des collectivités, des techniciens, des gestionnaires. Et puis la finalité de tout ce travail, c'est aussi de transmettre. Et donc, comme je le disais, de transmettre à tous les publics, des plus petits aux plus grands, dans les écoles, sur des sorties, des balades nature avec le grand public. Donc concrètement, pour les téléspectateurs, qu'est-ce qu'elle fait, votre association? Vous n'avez pas des exemples à nous donner? Alors je pourrais vous donner un exemple qu'on a mis en place, un projet qui est en place depuis plusieurs années à travers, dans des écoles. Oui. Donc c'est un projet pour une meilleure connaissance des espèces emblématiques du parc. Oui. Et on a pris comme support la bande dessinée. Et donc on intervient dans des classes, on leur fait des animations, des interventions sur une espèce. On leur explique la vie de l'espèce, sa biologie, les menaces qui peuvent peser sur elle aussi. Et puis après, les élèves, avec leurs enseignants, travaillent sur la rédaction d'un scénario, le dessin des bandes dessinées. Et puis, toutes ces bandes dessinées se retrouvent dans un concours. Il y a un jury qui choisit pour lui la plus belle. Et cette plus belle bande dessinée est éditée et distribuée après un peu partout. Donc ça, c'est avec les écoles du territoire, je suppose, voilà, de tout le PNR. Voilà, nous sur la partie héroltaise, oui. Mais là, vous avez parlé d'éducation à l'environnement. Est-ce que vous avez un exemple plus protection, peut-être, à nous donner? On en a un, oui. On en a plusieurs, mais je vais vous en citer un par exemple. On a fait un travail sur les amphibiens qui continue aussi. Alors les amphibiens, c'est les grenouilles, les tritons, les salamandres. Ouais. Et donc, pareil, pour une meilleure connaissance, et à partir du moment où on connaît mieux, on préserve mieux. Donc il y a plusieurs volets. Il y a un volet sur lequel nous, on intervient plus, qui est le volet scientifique, donc des inventaires, pour mieux connaître les endroits où on peut retrouver ces espèces. Mais aussi, on fait participer la population. Ah, ça c'est intéressant. Par le biais d'un programme qui s'appelle « Un dragon dans mon jardin ». Donc tout le monde a dans son jardin un crapaud, une grenouille ou même une salamandre. À Montpellier moins, mais... Et ce qui nous intéresse, c'est que les gens qui font ces observations nous les fassent remonter. Et c'est un projet qui est à l'échelle aujourd'hui nationale. Donc toutes ces informations, toutes ces données sur les amphibiens, on les fait suivre jusqu'au Muséum national d'histoire naturelle. Finalement, la population participe à ce travail scientifique. Voilà. Donc se sent impliquée. Exactement, et c'est l'objectif. Ouais. Est-ce que la région vous aide dans vos projets? Par exemple, oui, bien sûr. Depuis très longtemps, la région est un partenaire aussi bien technique que financier sur nos projets. Et notamment sur ce projet autour des amphibiens, la région nous a accompagnés. Oui. Et je crois qu'elle vous aide beaucoup justement sur les projets d'éducation à l'environnement. Aussi, oui, c'est le volet le plus important. Oui. Et forcément, vous collaborez avec le parc naturel régional? Aussi, au quotidien, pratiquement au quotidien. Alors dans le film, vous étiez mon guide du jour, comme on l'a vu, à vélo. Et à la fin, je sais que vous avez dû nous quitter un petit peu vite, car vous aviez une sortie mouflon. Alors, en quoi cela consiste? Déjà nous dire ce que c'est un mouflon, peut-être tout le monde ne le sait pas. Et est-ce que vous organisez ce genre de sortie l'hiver ou maintenant, à l'automne? Alors le mouflon, en fait, c'est un mouton sauvage. Alors, au départ, un mouton sauvage, ouais. C'était le mouflon de Corse. C'est une espèce qui a été introduite il y a 60 ans aujourd'hui sur le massif du Caroux espinouse. Et c'est une espèce qui était très bien adaptée ici, qui s'est beaucoup développée au point que
on a la plus importante population de France de mouflons sur le Caroux et Spinouse. Caroux et Spinouse, juste pour le téléspectateur, qu'est-ce que c'est le Caroux? Alors le Caroux et Spinouse, Spinouse, c'est un petit massif qui est connu, réputé, des pour les randonneurs, même pour les grimpeurs. Il y a beaucoup de sites d'escalade dans cet endroit-là. Donc voilà, c'est l'endroit propice pour les mouflons. Et Voilà. donc vous faites des sorties avec les gens, vous les invitez Voilà. le soir Exactement. à Donc, aller les découvrir alors, à la Jumelle. on le fait une grande partie de l'été, pratiquement toutes les semaines. Donc l'idée, c'est vraiment d'emmener les gens observer les mouflons avec un petit groupe, parce qu'on essaye aussi de respecter, et on essaye pas, on le fait d'ailleurs, on respecte les endroits qu'on traverse et les espèces qu'on observe aussi, donc on n'y va jamais trop nombreux. Et l'objectif, c'est vraiment d'observer cet animal et puis de raconter aussi un peu son histoire, parce qu'il y a 60 ans d'histoire. Et puis ça nous permet de déborder sur les paysages, l'évolution des paysages depuis 60 ans aussi, en lien avec ces espèces qui y habitent aujourd'hui. Donc finalement, c'est qui votre public? C'est plutôt les gens du coin ou des touristes? Bon, l'été, des touristes peut-être? Voilà, c'est surtout des touristes l'été. Donc c'est un volet de notre travail. C'est aussi de faire découvrir ce territoire aux gens qui viennent de l'extérieur. Et puis après, sur le reste de l'année, on a un public plus local. D'accord. Et est-ce qu'il va y en avoir, par exemple, là, aux prochaines vacances? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut s'inscrire? Il nous reste une sortie le 8 novembre, le samedi 8 novembre, dans l'après-midi. On retient la date, 8 novembre. De 14h à 17h. Donc c'est une sortie à une période particulière, parce que c'est la période du rut, du mouflon. Donc c'est intéressant parce que c'est la période où on peut observer les combats entre les mâles, ou au moins les entendre, parce que quand les cornes se frappent les unes contre les autres, ça résonne dans les vallées. C'est pas dangereux? Pas du tout. C'est un animal qui est plutôt craintif, donc il faut l'approcher tranquillement. On les voit assez facilement. Et on s'approche près? On s'approche plus ou moins près. On essaye de ne pas les déranger. Donc on vient, nous on a tout le matériel pour observer dans les meilleures conditions. On prête des jumelles, jumelles, lunettes d'observation. On vient avec ses chaussures? Ses chaussures. Une petite veste pour la soirée, surtout au mois de novembre. Et, mais au mois de novembre, c'est plutôt l'après-midi, alors que l'été, c'est plutôt le soir. C'est ça. Forcément, avec le soir, les mouflons sortent un peu plus tard en été, oui. D'accord. Donc, on retient la date, le 8 novembre. Et alors, François, si on veut s'inscrire, justement, pour cette sortie qui est ouverte aux enfants, à tout le monde. C'est vraiment une sortie familiale, oui. Donc, si on veut s'inscrire, on fait comment? On va sur le site? Oui, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet. Il y a toutes les informations. Donc, l'adresse est www.cpiehl.org. Voilà. www.cpiehl.org. C'est ça. Voilà, pour s'inscrire pour cette sortie. Et ça sera avec vous? Ça sera, non, avec une de mes collègues. D'accord, alors on a parlé d'automne et d'hiver. Mais on peut y aller dans le parc en hiver, en automne? Il y a des choses à voir? Les routes sont toujours ouvertes. Alors des fois, on a toujours un petit peu de neige sur les hauteurs. Mais Gérard ne me contredira pas. Oui, qu'est-ce qu'on fait en hiver et en automne sur le parc? Sophie, on évite de parler de champignons? Alors, mais justement, moi j'avais envie de vous amener là-dessus. Non, mais je suppose que c'est... Hein, François? Aujourd'hui, effectivement, actuellement, on a beaucoup de personnes qui montent sur les hauteurs de Montpellier, de Béziers, même de Toulouse, pour les champignons. Ouais. Parce que voilà, c'est la période, il y a des sites où il y en a beaucoup. Cette année, je pense que c'est une année pas mal pour les champignons. Voilà, je dirais, j'en profite, moi, pour passer justement un petit message par rapport à ça, parce que Gérard voulait éviter d'en parler, mais on en profite. Quand vous venez ramasser les champignons, où que ce soit, pensez à respecter les endroits que vous traversez. Et puis on voit beaucoup d'abus, des déchets qui restent derrière. À la fin de la période des champignons, c'est pas toujours très joli. Donc voilà, c'est un petit message en passant. Bon, alors donc j'avais une dernière question, mais je ne sais pas si je peux la poser. On peut connaître les coins des champignons? Non. Comment ça, non? Moi, j'en connais pas personnellement. Bon, mais écoutez, François et Gérard, voilà, c'est la fin de ce plateau. Pour ceux qui auraient raté le film lancé en début d'émission sur le parc naturel régional du Haut-Languedoc, vous pouvez le revoir ce samedi 18 octobre dans l'émission 11h le Mag. Et pour ma part, je vous retrouve ce vendredi 17 octobre, toujours à la même heure, à 17h, pour vous parler cette fois des gorges du Tarn, en Lozère. Donc je vous dis à vendredi, et moi, Gérard et François, je vous dis au revoir et surtout bon retour. Merci. Dans vos hauts cantons. Merci Sophie, merci, bonsoir. au revoir. Merci. Donc en tout 2 petites heures de route. C'est ça, même pas, d'après Gérard, 1h30, 2 heures. En voiture, mais ensuite, de grâce, posez votre voiture et découvrez le parc à pied ou à vélo. Bon, Sophie, champignons, mouflon ou dragon ou dragon, ou vélo, ou lac. Est-ce que ça vous a donné envie, Julien? Ça donne envie. Ça donne envie. Apparemment pas pour les champignons, n'y allez pas.
Ah, mais ils veulent pas, ils veulent se les garder pour eux. Mais il y en a plus. Il n'y en a plus, voilà. Pour des belles petites balades, en tout cas à même pas 2 heures de Montpellier, histoire de se mettre au vert, ça fait du bien un petit peu de s'aérer de temps en temps. Voilà, il y a la foire de Montpellier et il y a la nature aussi avec la région Languedoc-Roussillon. Et puis vos émissions à revoir sur la région.tv et .fr pour le podcast et vidéo à la demande. Merci Sophie. Merci. À très bientôt À dans très quelques bientôt. jours. Et on se retrouve dans un instant. On va parler de vin, nous, toujours vin de la marque Sud de France avec Dominique Laporte, une bonne leçon d'œnologie, meilleur ouvrier de France. Juste après, ce sera bien remue-ménage. On va encore jouer, bien connaître notre région du Languedoc-Roussillon. A tout de suite après la courte pause. Merci messieurs, merci Sophie. Bisous à vous, à tout de suite.